Donc, bonjour, mon nom c'est Tara. Je suis un étudiant au doctorat à l'Université de Montréal dans le département des sciences de l'éducation et je travaille avec l'équipe RAPS aussi. Donc, aujourd'hui, je vais présenter le guide Intervenir après un incident violent. C'est vraiment un guide pratique pour faire face aux situations de polarisation qui pouvant mener à la violence dans les établissements d'enseignement. Donc, le parcours pour ma présentation aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi on a développé ce guide pour le premier instant. Le démarche proposée, c'est une démarche flexible et adaptée, ainsi qu'une vignette. Donc, je vais passer à travers une vignette après pour montrer comme exemple comment mettre en place une telle démarche, ainsi que d'autres ressources qu'on pourrait utiliser dans une telle situation. Donc, pourquoi un tel guide? Il y a une multitude de documentations, guides et outils qui ont été développés au cours des dernières années en ce qui trait à la prévention et à la gestion de situations violentes dans les milieux scolaires. Par contre, l'évaluation rapide au contexte social et de l'environnement virtuel des jeunes demande une réflexion continue autour de ces enjeux de façon à actualiser les outils. Donc, sans être exhaustif et vraiment comme le suggère son titre, le présent guide suit deux objectifs. Donc, premièrement, c'est vraiment de proposer une démarche réflexive, flexible et adaptée pour intervenir à la suite d'un incident violent en milieu scolaire, vraiment fondée sur une analyse systémique de la situation qui tienne compte des enjeux actuels de la polarisation sociale pour l'ensemble des acteurs impliqués. Deuxièmement, c'est vraiment de rappeler les différentes ressources existantes, notamment à l'intérieur des établissements scolaires, pour soutenir la formulation d'une démarche d'intervention adéquate. Donc, qu'est-ce qui est une démarche réflexive, flexible et adaptée? C'est vraiment de garder en tête, premièrement, d'avoir un climat scolaire positif. Donc, l'intervention doit alors viser à maintenir ou rétablir un climat scolaire positif et inclusif. Parce que la qualité du climat scolaire est identifiée comme un facteur d'influence pour la prévention de la violence à l'école, comme la dernière présentation vient de mentionner. Donc, vraiment, il y a plusieurs des composantes qui jouent sur la prévalence de la violence. Donc, quand on pense à la qualité des relations interpersonnelles et du soutien social, c'est vraiment important d'avoir le sentiment de sécurité et de justice, ainsi que l'engagement et l'attachement face au milieu scolaire. Donc, on veut garder ça en tête quand on pense aux interventions, de vraiment maintenir ou de créer un climat scolaire positif. C'est important aussi d'avoir une approche collaborative. Donc, ça se repose sur des collaborations de qualité entre les écoles, les familles, les partenaires scolaires. On peut penser, par exemple, les centres de santé, la police, les universités, ce qui améliore les connaissances et le sentiment de sécurité chez les élèves. Donc, cette vision propose une grille d'analyse qui peut guider et baliser l'évaluation de la situation. Donc, quand on pense à un cadre socio-écologique, ça permet une vision globale de l'ensemble des systèmes qui entourent un individu et qui sont en constante interaction. Donc, vous pouvez voir le modèle écosystémique à droite. Je vais juste l'agrandir ici. Donc, il y a plusieurs niveaux. Quand on pense à une intervention chez un jeune ou avec l'école au complet. Donc, quand on pense à l'ontosystème, ça fait référence à l'individu lui-même. Donc, ses caractéristiques personnelles, on peut penser son développement, l'âge, sexe, qui peuvent constituer des facteurs de risque ou de protection. Un peu plus largement, le microsystème, ça fait vraiment l'environnement immédiat des élèves et du personnel scolaire. Donc, dans le cas présent, ça peut être les pairs, l'école, leur famille. Au niveau du mésosystème, ça renvoie vraiment aux interactions entre les microsystèmes, donc soit la communication et les échanges entre la famille, les écoles et la communauté. Un peu plus largement, donc l'exosystème, c'est vraiment l'environnement qu'on trouve tous ces acteurs. Et le macrosystème se réfère aux lois, les valeurs, aux croyances de la société. Et ça peut aussi comprendre le contexte social physique, mais aussi virtuel. Donc, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, surtout dans le contexte présent. Donc, quand on pense à une situation de polarisation sociale et qu'on veut intervenir, c'est important de s'intéresser vraiment à toutes ces caractéristiques de chacun des systèmes et les dynamiques relationnelles entre eux
et comment ça peut nous permettre d'avoir une vision un peu plus globale des éléments et de la situation. Donc, la démarche proposée, aujourd'hui, on va regarder à 3 étapes. Donc, ce guide, ça propose vraiment une méthode d'analyse systémique pour tenir en compte des enjeux actuels de polarisation sociale pour l'ensemble des acteurs impliqués. Donc, c'est vraiment, ça s'agit de immédiatement, quand l'événement a lieu, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ensuite, lorsque tout le monde est en sécurité, de faire une évaluation de la situation et de vraiment essayer de comprendre. Et ensuite, c'est vraiment lors de l'intervention de voir qu'est-ce qu'on devrait faire et sur le long terme. Donc, on veut toujours intervenir sur le coup, mais aussi déjà prévenir qu'est-ce qu'on pourrait faire les jours et les semaines à suivre pour mitiger les effets nocifs. Donc, immédiatement, quand l'événement a lieu, la première chose, c'est vraiment d'appliquer le plan de lutte de l'école contre l'intimidation et la violence et autres protocoles établis. Donc, ça, c'est vraiment d'utiliser les ressources que vous avez déjà en place. Deuxièmement, c'est vraiment de mettre fin à la situation de violence. Donc, rappeler l'interdit de l'intimidation ou de comportement violent à l'école. Prochainement, c'est assurer la sécurité physique de tout le personnel. Donc, si possible aussi, prendre soin de façon précoce de la sécurité émotionnelle aussi des jeunes et du personnel. Et toujours se garder en tête qu'une intervention rapide et rassurante peut minimiser les conséquences à long terme. En cas de violence imminente, c'est de se référer au protocole d'urgence de l'école et d'appeler les ressources nécessaires aux besoins. Donc, lorsque tout le monde est en sécurité, on veut penser d'essayer de comprendre. Donc, vraiment de comprendre la perspective de chacun et leur vision de la position des autres selon le problème. De aussi s'intéresser aux dynamiques relationnelles, donc vraiment entre les jeunes, les autres acteurs scolaires, pour avoir une vision globale de ce qui a mené la situation et d'essayer de vraiment éviter de pointer qui est à blâmer, donc vraiment juste essayer de comprendre un peu plus globalement. Aussi, c'est d'offrir des premiers soins psychologiques, donc selon la situation, d'essayer de voir si on peut offrir un espace sécuritaire et aussi des modalités soit non-verbales de soutien et de réconfort, vraiment visant également à rétablir un climat de sécurité émotionnelle. Donc, ça peut se traduire dans multiples de façons selon le milieu. Pour les plus jeunes, ça peut être vraiment des activités artistiques, des collations ou même des options de relaxation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de diminuer les sources de stress, tension dans une situation d'urgence. Ainsi, c'est vraiment de commencer la démarche de résolution de conflits. Donc, avant de passer à l'intervention en tant que telle, il y a quelques postures à adopter quand on pense à intervenir. Donc, c'est vraiment de maintenir toujours le respect pour les multiples points de vue. Donc, vraiment d'essayer de rester dans cet espace de comprendre et non de juger. C'est de créer un dialogue entre tout et de ne pas essayer de rapidement arriver à un consensus. Donc, même si on a une position de norme ou qu'on pense qu'on a déjà, on sait déjà la situation en tant que telle, est vraiment essayer de créer ce dialogue afin que tout le monde puisse avoir leur tour de parler. Aussi, ainsi, c'est de comprendre les craintes et les forces de chacun des parties impliquées. Et vraiment, comme j'ai mentionné, de créer un dialogue, mais aussi de maintenir des conversations ouvertes, de vraiment, soit avec les victimes, les témoins, même les agresseurs, d'essayer de comprendre leur perspective. Et je vais juste ajouter un petit point, ça veut dire pas justifier ce qui s'est passé, mais juste essayer de comprendre et de donner l'espace assez sécuritaire pour qu'ils en discutent. Donc, après l'évaluation de la situation, c'est d'identifier les ressources. Donc, vraiment d'élaborer un plan avec l'équipe école qui tient compte des forces et des limites de chacun et de mobiliser ces forces et de voir c'est quoi les ressources à l'interne de l'école ou de la communauté, mais aussi de voir ainsi les ressources à l'externe.
selon que ce soit des organismes, des associations culturelles ou religieuses et aussi au niveau des services de santé scolaire. Ensuite, c'est de développer une démarche d'intervention à plusieurs niveaux. Ça veut dire de viser les jeunes, de viser le personnel, les classes, les parents, l'école et ça peut être aussi le centre de service scolaire plus largement. Dernièrement, c'est important que cette démarche soit co-construite avec les acteurs qui aideront à la mettre en place. Donc, l'imposition unilatérale d'une démarche risque d'aggraver les tensions, surtout selon la situation. Et c'est important, après l'évaluation et quand vous êtes en train de mettre en place une intervention, de demander une aide extérieure si jamais l'équipe école se sent dépassée et s'il y a des évaluations ou du suivi en santé mentale qui sont nécessaires. Donc, c'est important tout à travers de cette intervention de garder en tête quelques écueils à éviter. Donc, quand on pense à le dépistage et l'approche sécuritaire, donc c'est important de noter qu'il n'y a pas de profil type des personnes pouvant soutenir le recours à la violence. Les soupçons peuvent refléter nos biais inconscients et mener à des pratiques discriminatoires et de profilage. Donc, c'est important aussi que le dépistage peut mener à une érosion du climat scolaire et à plus de méfiance. Et ça décourage que les élèves viennent chercher de l'aide parce qu'ils vont penser qu'ils sont vus comme une menace. Donc, ça revient un peu à l'esprit de l'ouverture et d'essayer de comprendre et de ne pas de dépister. Prochainement, c'est de garder en tête que la confrontation peut polariser davantage et diminuer le potentiel de recréer un lien avec le jeune. Et c'est vraiment ça qu'on va privilégier, de maintenir un climat scolaire positif pour tout. Donc, ça veut dire les victimes, mais aussi les agresseurs. Donc, d'éviter les conséquences moralisantes ou imminentes. Donc, ça peut aggraver la colère et ça peut aussi favoriser les conséquences qui permettent de réparer les relations, de contribuer d'une façon positive au bien-être collectif. Dernièrement, l'exclusion, donc soit le renvoi à la suspension, c'est quelque chose qui peut isoler le jeune et peut augmenter la colère et le risque de passage à l'acte selon les situations. Et l'exclusion et la juridiction sont rarement efficaces et sont employées en dernier recours. Donc, on sait qu'il y a quelques exceptions dans ce cas. Si, admettons, quelque chose était médiatisé, c'est des fois parfois meilleur pour le jeune, mais quand possible d'éviter cette recours. Dernièrement, c'est vraiment important de toujours prendre au sérieux un jeune qui présente des comportements inquiétants et lui offrir le soutien dont il a besoin. Donc, on va passer à une vignette et j'ai choisi, il y en a 4 vignettes qu'on passe à travers dans le guide. J'ai choisi le dernier, donc menace d'une tuerie de masse. Je vais juste le lire rapidement. Donc, dans une école secondaire, des élèves ont informé leurs enseignants qu'ils avaient entendu un groupe de jeunes parler de la façon dont ils pourraient tuer plusieurs élèves à l'école. Certains d'entre eux ont précisé détenir déjà les moyens et incitent les autres à un passage à l'acte immédiat. Les autres élèves sont très perturbés par ce propos et ont peur pour leur sécurité. Donc, que faire comme équipe école? Donc, dans le guide, il y aurait pour chacun des vignettes, ça passe à travers les étapes que je viens expliquer et on va faire ça ensemble pour cet exemple. Donc, immédiatement, quand l'événement a lieu, donc on veut vraiment mettre fin à la situation. Donc, dans ce cas, c'est de se référer au protocole de situation d'urgence de l'école. Donc, on veut s'assurer de la santé physique de tout en premier lieu, mais aussi de tout de suite appeler les ressources d'urgence pour une situation comme telle. Lorsque tout le monde est en sécurité, c'est d'essayer de comprendre. Donc, désolée, qui est impliqué? Donc, c'est les élèves, le personnel, quels sont leurs besoins? Donc, c'est important de vraiment avoir le besoin de toutes les personnes qui ont eu peur pour leur sécurité ou celle de leurs proches. Donc, ça peut être soit les jeunes impliqués dans la planification d'une tuerie de masse, les élèves, le personnel, les parents. Il faut aussi considérer les agresseurs ainsi que les victimes potentielles et les témoins. Prochainement, quelles sont les relations entre les acteurs? Donc, généralement, est-ce qu'il y a-t-il des tensions, des incidents survenus précédemment?
qui pourraient réactiver des conflits. Donc, est-ce qu'il y a d'autres incidents de violence dans cette école ou dans d'autres écoles dans le quartier? Donc, on essaie de comprendre euh, comment ceci a amené à cette situation. Donc, est-ce qu'il y a un effet de contagion qui peut expliquer la mise sur pied de ce complot? Donc, est-ce qu'il y a des histoires de tuerie de masse dans les médias récemment? Est-ce que cette situation réactive d'autres traumatismes parmi les élèves impliqués? Est-ce que les élèves font des liens avec d'autres événements locaux ou internationaux qui pourraient empirer leur sentiment de ne pas être en sécurité à l'école? Dernièrement, c'est quelle est la nature du conflit? Est-ce qu'il existe plusieurs interprétations de la situation? Donc, c'est important de déterminer les motivations des élèves impliqués dans le plan de violence à l'école. Est-ce qu'ils font partie des groupes radicaux? Est-ce qu'il y avait une vision dystopique du monde? Est-ce qu'ils ont des problèmes de santé mentale? Donc, chaque élève peut avoir une trajectoire distincte. Donc, c'est important de ne pas homogénéiser le groupe, même s'ils avaient un plan commun. Donc, vraiment de garder chaque enfant individuellement. Ainsi, après l'évaluation de la situation, on veut vraiment faire une intervention à plusieurs niveaux. Donc, premièrement, c'est de déterminer quelles sont les ressources à l'interne de l'école, mais aussi à l'externe pour élaborer la démarche d'intervention. Donc, surtout dans une situation comme ceci, on veut utiliser les ressources qui sont ouvertes à nous, surtout si l'équipe école se sent dépassée. Donc, à plusieurs niveaux, l'intervention peut être au niveau des jeunes qui ont élaboré le plan. Donc, d'offrir des services appropriés en collaboration avec les ressources externes. Avec le personnel scolaire, c'est de voir s'il y a des besoins au niveau psychosocial, de soit offrir des groupes de parole, mais aussi des soutiens de groupe. Au niveau des pairs et des classes, ça peut aussi offrir des groupes de parole pour que les élèves puissent exprimer leur peur en lien avec les menaces de tuerie, mais aussi si les rumeurs à ce sujet sont importantes. C'est vraiment aussi important de déterminer de quoi les élèves ont besoin pour se sentir en sécurité à l'école. Et de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'avoir un esprit ouvert et de laisser un dialogue un dialogue de respect, mais aussi de sécurité. Ainsi, c'est aussi de penser à une intervention auprès des familles, donc les familles des victimes, des témoins et même des agresseurs. Donc, ceci, c'est important d'effectuer une évaluation du milieu familial des jeunes impliqués, mais c'est aussi de créer un espace pour écouter les réactions des familles. Dernièrement, c'est de regarder au niveau de l'école, d'avoir une suivi qui doit être effectué auprès des jeunes impliqués, peu importe l'école fréquentée à la suite des événements. Donc, même si l'enfant ou les jeunes changent d'école, d'avoir un suivi avec cette école pour s'assurer que les élèves et le personnel de l'école se sentent en sécurité. Donc, j'ai fait un survol rapide de comment on peut intervenir suite à une menace d'une tuerie de masse. Et comme j'ai mentionné, dans ce guide, il y a d'autres vignettes qui passent à travers en détail les façons qu'on peut intervenir. Ils donnent aussi des ressources spécifiques selon la situation de polarisation sociale. Donc, j'ai passé à travers très rapidement afin que je vous démontre deux autres petites ressources. Mais si jamais vous êtes intéressé, le guide est en ligne sur le site web équiperaps.ca. Vous pouvez passer en détail ensuite. Donc, cette ressource se trouve à la fin du guide. C'est vraiment une démarche structurée en présence de polarisation sociale. Donc, on peut regarder quand il y a une intervention universelle, ciblée ou même individualisée ou intensive. Dernièrement, ceci, c'est un arbre décisionnel pour les références du milieu scolaire. Donc, on peut voir, suite à une évaluation d'une situation, comment on peut intervenir et à qui on peut se référer. Donc, dans tous les cas, l'équipe de clinique polarisation sont toujours disponibles à travers le Québec et si vous les contactez, ils peuvent aussi vous soutenir à travers cette démarche. Dernièrement, en lien avec ce guide, il y avait un outil 2 pages qui était développé, qui est aussi disponible sur notre site web. Et ça résume sur 2 pages le guide entier.
de vous aider à savoir comment répondre selon le type de situation. Comme j'ai mentionné, les écueils à éviter et comment prendre soin du climat scolaire sur le long terme. Donc, merci. Si vous avez des questions, je serais contente de vous répondre.